Bonjour, notre intervention est intitulée La pensée de Kant, l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Kant est un philosophe allemand du XVIIIe siècle, né en 1724 et décédé en 1804. Penseur des Lumières allemandes, l'Aufklärung. Il est connu principalement pour son œuvre La critique de la raison pure, mais aussi pour ses réflexions en morale, et en esthétique et en politique. Quatrième d'une famille de 11 enfants, il naît et meurt à Königsberg, ne quittant jamais sa région natale. Il vivait selon un emploi de temps immuable. Enseignant à l'université de Königsberg, c'est l'un des premiers philosophes à occuper une chaire universitaire. Publié en 1784, cet essai philosophique de Kant vise à montrer que l'histoire a un sens, c'est-à-dire que le cours des événements humains ne se déroule pas simplement au hasard. Quel est ce but de l'histoire et quel est le mécanisme secret, le moteur caché que nous mène vers celui-ci? Telles sont les questions auxquelles Kant s'efforce de répondre. Y a-t-il un sens de l'histoire? Ou l'histoire va-t-elle au hasard? Pour Kant, le hasard n'est qu'un apparent. En effet, les actions humaines sont déterminées exactement comme tout autre événement naturel selon les lois universelles de la nature. On se souvient en effet que Kant a établi dans la critique de la raison pratique qu'il y a un déterminisme phénoménal, même si la liberté existe comme noumène. L'histoire n'est autre chose que l'ensemble phénoménal des actions de l'homme. Elle révèle donc du déterminisme. Ce qui semble désordonné et rationnel dans l'histoire du point de vue de l'individu se révèle du point de vue de l'espèce comme un développement progressif et continu, quoique l'un de ces dispositions originales. Kant prend des exemples pour nous faire saisir cet ordre qui se dissimule sous une irrationalité de surface. Le mort, les naissances et les mariages paraissaient se produire de manière irrégulière, par hasard et selon la volonté fluctuante des hommes. Or, des tableaux statistiques montraient qu'ils se produisaient finalement selon des lois naturelles constantes. De même, le pluie, bien que irrégulière, finissait toujours par être plus ou moins le même sur un territoire donné. En fait, il y a un sens de l'histoire que Kant nomme dessein de la nature, poursuivi inconsciemment par les hommes pris individuellement et même des peuples entiers ne songeaient guère au fait qu'en poursuivant leur fin particulière, chacun selon son but par plaisir, ils suivaient à leur insu, comme un fil conducteur, le dessein de la nature que leur et lui-même inconnu et travaillait à favoriser sa réalisation. Avec tant d'absurdités et de vices chez chacun, on ne peut supposer aucun dessein personnel raisonnable, mais peut-être un dessein de la nature. Kant esquisse le fil conducteur de cette histoire au moyen de 9 propositions. Première proposition, toutes les dispositions naturelles d'une créature sont destinées à se développer un jour complètement et conformément à une fin. Ainsi, un organe non utilisé est une contradiction en soi. Cette première proposition est confirmée du point de vue biologique par la médecine des sections. Si ces principes étaient faux, nous n'aurions plus affaire à une nature conforme à des lois, mais à une nature qui joue sans aucun but. Deuxième proposition, les dispositions naturelles de l'homme à la raison
ne se développer complètement que dans l'espèce, non dans l'individu. Kant définit la raison comme un pouvoir permettant d'entendre et bien au-delà de l'instinct naturel, les règles et les desseins qui commandaient l'usage de toutes ses forces. Proposition 3. L'homme ne pourra prendre part à aucune autre félicité ou perfection que celle qu'il s'est créée lui-même, indépendamment de l'instinct, par sa propre raison. On peut remarquer que l'homme est né presque nu, sans aucun avantage naturel. Pour sa sécurité, il n'a ni la corne du taureau, ni la griffe du lion, ni le croc du chien. Seulement deux mains. Tout se passe donc comme si la nature voulait que l'homme ne doive ses progrès qu'à lui-même, comme si le dessein de la nature était non pas de rendre l'homme heureux, mais digne de bonheur. Quatrième proposition, le moyen dont se sert la nature pour mener à bien le développement de toutes ces dispositions et leur antagonisme dans la société. Le fondement de cet antagonisme, c'est, selon la célèbre expression de Kant, l'insociable sociabilité des hommes. Autrement dit, leur tendance à entrer en société, liée à une résistance à les faire qui menace sans cesse de scinder cette société. L'homme ressent le le bénéfice de la société. Dans cet état, il se développe mieux, mais en même temps, il a ce caractère insociable de vouloir tout régler à sa guise, de résister aux autres, etc. Or, c'est cette résistance qui éveille toutes les forces de l'homme qui le conduit à surmonter sa tendance à la paresse. Ambition, soif de domination et de cupidité le poussent à se tailler un rang dans la société. C'est précisément cela que le mène de l'état brut naturel à la culture. Ainsi se développer tous ses talents. Sans cette insociabilité, ces talents resteraient à l'état de germe, dans une existence de berger de l'Arcadie, dans une concorde parfaite dont la nature soit donc remerciée pour ses caractères peu amènes. Cinquième proposition, le plus grand problème de l'espèce humaine est d'atteindre une société civile administrant universellement le droit. Puisque c'est uniquement dans la société que l'homme atteint le plein développement de toutes ses dispositions, mais qu'il est insociable, il faut pour contrer cela une constitution civile parfaitement juste. Sixième proposition, ce problème le plus difficile est celui que l'homme résoudra en dernier. En effet, pour briser son insociabilité, l'homme a besoin d'un maître, mais celui-ci étant lui-même un homme, il ne peut être lui-même juste et aurait donc besoin lui-même d'un maître. Cette tâche est donc très difficile. Selon la célèbre formule de Kant, le bois dont l'homme est fait est si courbe qu'on ne peut rien y tailler de tout à fait droit. Septième proposition, une constitution civile parfaite exige l'instauration d'une relation extérieure juste entre les États. L'insociabilité concerne aussi les États et le pousse à se faire la guerre. Pour contrer cela, il faut une société de nations dans laquelle chaque État voit ce droit respecté. Kant remarque que nous sommes cultivés par l'art et par la science. Nous sommes civilisés par la politesse. Mais de là à nous tenir pour moraliser, ils sont faux encore de beaucoup. Huitième proposition, on peut donc considérer l'histoire de l'espèce humaine dans son ensemble comme l'accomplissement d'un plan caché de la nature pour produire une constitution politique parfaite. Neuvième proposition, l'histoire
n'est donc pas un agrégat d'actions humaines, mais peut être présenté comme un système. Voilà, notre intervention est terminée par cette déclaration, cette relation entre l'histoire et le système. Merci bien de votre attention. Au revoir.